Bonsoir et bienvenue. C'est un pan entier de la diplomatie sénégalaise que Le Point reçoit ce soir en la personne de Mankeur Ndiaye. À lui seul, il incarne la confiance de la communauté internationale en la diplomatie sénégalaise et en celui qui l'incarne au plus haut sommet, en l'occurrence le chef de l'État. Plus de 30 ans de carrière diplomatique. Il a été ambassadeur du Sénégal au Mali en France avant de devenir ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Autant dire que l'homme a gravi tous les échelons de la diplomatie sénégalaise avant de se retrouver aujourd'hui dans les plus hautes fonctions du système des Nations Unies en Centrafrique, en qualité de représentant spécial du secrétaire général, chef de la MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. C'est donc dire que c'est un dignitaire des relations internationales et de la diplomatie mondiale à qui revient la délicate tâche de faire revenir de l'ordre dans un pays divisé que Le Point reçoit ce soir. Mankeur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Souban. Merci d'accepter cette invitation pour la chaîne publique. C'est une première. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Je voudrais, à travers toi, saluer tous les responsables de la RTS, mon ami Racine, saluer vos téléspectateurs au Sénégal comme ceux qui vous suivent aussi dans la diaspora. D'accord. En 2019, vous arrivez dans ce pays, la Centrafrique, où les 2/3 du territoire sont passés sous pavillon rebelle, où l'autorité de l'État est anéantie, avec tout ce qui va avec, paix civile, État de droit, démocratie. Vous avez une mission très délicate, d'autant plus que la communauté internationale a aujourd'hui les yeux rivés sur la Centrafrique et sur son processus électoral, qui reste un point fondamental de l'accord de paix. Où en est aujourd'hui ce processus électoral? Nous y sommes. Nous avons engagé la préparation des élections depuis quelques mois, conformément au mandat électoral que le Conseil de sécurité a donné à la MINUSCA à travers sa résolution 2499 du 15 novembre 2019, résolution par laquelle le Conseil nous demande d'aider, d'assister les autorités centrafricaines à organiser, à préparer à organiser des élections présidentielles, législatives et locales en 2020 et en 2021 et à apporter tout l'appui nécessaire à la préparation de ces élections, appui technique, appui matériel, appui aussi dans le domaine de la sécurité et de la sécurisation du processus, mais aussi appui logistique dans un pays extrêmement vaste où les infrastructures routières font gravement défaut. Donc nous avons engagé ce processus. D'abord, nous avons contribué à aider à l'élaboration d'un code électoral consensuel. Après cela, nous avons également aidé à la mobilisation des ressources financières pour à peu près 21 millions de dollars et le coût global des élections présidentielles surtout. Nous avons également aidé à la mise en place de la cartographie électorale. Et nous travaillons beaucoup avec l'autorité nationale des élections, qui est l'ONEL centrafricain, l'ANE, l'autorité nationale des élections. Et nous avons, depuis quelques semaines, engagé le processus d'enrôlement des électeurs sur tout le territoire national et l'enrôlement qui a commencé il y a quelques semaines dans la diaspora. D'accord. Mais vous faites face à un certain nombre de levées de boucliers dans certaines zones, notamment vers le nord-ouest du pays, où les groupes armés refusent quand même de déposer les armes. Ça vous cause des difficultés? Est-ce que ça peut entamer le processus en l'état? Oui, il y a des risques réels, des risques électoraux réels que nous analysons au fur et à mesure et auxquels nous essayons de trouver également des réponses. Nous avons ce mandat de sécurisation du processus électoral. Nous avons déjà mis en place un plan de sécurisation intégré, conduite par la force de la MINUSCA, en rapport avec la police des Nations Unies, et qui travaille également étroitement avec les forces armées centrafricaines, les FACA, et les forces de sécurité intérieure centrafricaines, la police et la gendarmerie. Donc c'est un travail très incrédé que nous menons. À l'ouest, nous avons une opération militaire en cours depuis le mois de juin, qui a un peu retardé le démarrage des opérations d'enregistrement des électeurs. Mais l'opération d'enregistrement a commencé il y a quelques semaines. Nous comptons avec l'ANE et avec l'appui du gouvernement la finaliser le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous en sommes à quelques 1 700 000 électeurs inscrits sur les listes. Il reste la diaspora, il reste également l'inscription des réfugiés centrafricains qui vivent dans les pays voisins, plus de 600 000 réfugiés centrafricains qui vivent dans les pays voisins. Et donc, nous espérons qu'à la fin de ce processus d'enrôlement, nous aurons un nombre assez significatif d'électeurs pour aller vers des élections inclusives. D'accord. Est-ce qu'il y a des groupes rebelles qui collaborent dans le cadre de ce processus? Oui, il y en a qui collaborent, mais il y en a également qui posent des actes pour empêcher le processus électoral de se dérouler, donc qui constitue de véritables entraves à l'enregistrement des électeurs. Et notre force
et notre police également font face à tous ces groupes qui cherchent à déstabiliser un peu la situation, ou à créer des troubles, ou à mettre des entraves à l'inscription des électeurs. Est-ce que c'est un processus inclusif? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes ont mis la main à la pâte pour que vous arriviez quand même à des élections en 2020-2021? Tout à fait, parce que, comme vous le savez, nous avons un mandat de bons offices politiques. Donc, nous rencontrons tous les acteurs politiques, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, notamment les ministres qui sont impliqués dans l'organisation des élections, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la sécurité publique, comme également le ministre de la Défense, parce que c'est extrêmement important, l'implication du ministre de la Défense. Nous rencontrons également tous les acteurs politiques, de la majorité présidentielle comme de l'opposition. Et nous sommes également en contact permanent avec la Cour constitutionnelle, qui est le juge des élections, et avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité nationale des élections. Donc nous avons pu, par nos bons offices politiques, contribuer à créer un climat apaisé. Aujourd'hui, le dialogue a été amorcé entre le gouvernement et les acteurs politiques, notamment de l'opposition, et on a pu contribuer à la mise en place d'un cadre de concertation où se retrouvent tous les acteurs politiques. Et ça, c'est le souhait également de la communauté internationale, que les élections soient libres, démocratiques, pacifiques, inclusives, surtout inclusives. Le processus n'a pas été facile, hein. Vous avez rencontré toutes les parties prenantes. Vous l'avez dit, on a même constaté que lors de la dernière célébration de la fête de l'indépendance, vous avez reçu quand même d'anciens chefs d'État qui ont accepté de venir prendre part à la fête. Tout à fait, tout à fait. Et là aussi, c'est le mandat de bons offices politiques. Parce que nous avons un cadre de concertation aussi, c'est important de le signaler, où se retrouvent tous les partenaires, les principaux partenaires de la RCA. Il y a la Russie, il y a la France, les États-Unis, l'Union européenne, qui est le principal bailleur d'ailleurs pour ces élections, l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et les Nations unies que je représente. Un cadre qui se réunit pratiquement toutes les semaines pour harmoniser ses points de vue et faire le plaidoyer nécessaire auprès de tous les acteurs pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et pacifiques. Il y a un point essentiel dans ce processus que vous avez évoqué tout à l'heure, la logistique. On est dans un pays où les zones sont aussi éloignées les unes que les autres, où l'accès est quasi nul, hein, difficile. Comment vous allez prendre en charge dans le cadre de la MINUSCA la question de la logistique pour permettre... Tout à fait, parce que là aussi c'est un point essentiel du mandat que le Conseil de sécurité nous a confié, aider à accéder dans des zones reculées, des zones difficiles d'accès. Nous avons des moyens aériens que nous utilisons. Nous avons pu mobiliser pour l'enrôlement et le transport du matériel 50 vols spéciaux. 50 vols spéciaux. Nous avons transporté plus de 120 tonnes de matériel. Nous avons transporté plus de 400 agents électeurs à l'intérieur du pays, à Bangui, mais également à l'intérieur du pays, dans les 16 préfectures. Donc la question de la logistique également, elle est essentielle. Et c'était un peu l'un des éléments essentiels du mandat électoral que le Conseil de sécurité nous a confié. Vous avez en charge des militaires, des gendarmes et des policiers, mais il y a aussi un fort contingent de personnel civil qui s'implique certainement dans ces élections. C'est quoi le niveau d'implication un peu de vos personnels? Alors, j'ai mis en place au sein de la MINUSCA une division des affaires électorales. J'ai nommé un directeur des affaires électorales, donc qui suit tout le processus électoral et qui travaille avec beaucoup d'acteurs. Le Conseil de sécurité également nous a autorisé à recruter du personnel, plus de 70 éléments que nous avons recrutés et que nous avons dispatchés à travers tout le territoire national, donc qui aident un peu les préfets et les sous-préfets dans le processus préparatoire des élections au niveau des différentes provinces de la Centrafrique. Et quel est le niveau de collaboration avec l'autorité nationale des élections entre vous et... Oui, nous travaillons ensemble. J'ai reçu il y a 2 semaines la présidente de l'autorité nationale des élections avec tout son staff pour évaluer l'état d'avancement du processus, voir un peu comment ça se déroule sur le terrain, s'il y a des obstacles, des entraves, et essayer également de les corriger en rapport avec l'autorité nationale des élections que nous appuyons fortement. On l'a dit en début d'émission, les élections ne sont qu'un point parmi tant d'autres hein, de votre mission. On l'a dit, vous êtes arrivé dans un pays où l'autorité de l'État quasiment n'existe plus. Quel est aujourd'hui l'état global de la situation en Centrafrique? Elle s'améliore. Elle s'améliore et positivement d'ailleurs nous avançons dans la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation qui a été signé le 6 février 2019. Donc c'est le cadre général d'action aujourd'hui de la mission. C'est un accord de paix. Et comme tous les accords de paix, il n'est pas parfait. Mais comme c'est un accord qui a été signé par le gouvernement et 14 groupes armés, ce qui témoigne de la volonté également de tous ces acteurs d'aller vers la paix, bon, mais qui fait l'objet de beaucoup de violations. Et vous attachez du prix à ce que cet accord-là soit respecté? C'est la seule voie, parce qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise. S'il y avait une solution militaire, le gouvernement n'irait pas à Khartoum pour négocier un accord de paix. S'il y avait une solution militaire,
les groupes armés n'iraient pas négocier. Il n'y a pas de solution militaire à la crise, la solution ne peut être que politique. Et nous avons un accord politique qui constitue un cadre d'action. Dans cet accord, vous avez les engagements du gouvernement, vous avez les engagements des groupes armés, vous avez les engagements de la communauté internationale. Donc, depuis plus d'1 an, nous nous évertuons à mettre en œuvre cet accord de paix. Nous avons mis en place tous les mécanismes de suivi de l'accord, parce que cet accord de paix est le 8e accord de paix signé en Centrafrique, le 8e. Tout le monde nous dit, écoutez, bon, pourquoi cet accord, ce 8e, ne va pas échouer comme les 7 ont échoué? Mais cet accord subsiste depuis 1 an et demi. Il a été signé, on touche du bois. Les mécanismes de suivi sont là. Il y a un comité de suivi au plan national, un comité de mise en œuvre au plan national. Il y a un comité exécutif de suivi. Au niveau des 16 préfectures, nous avons mis en place des comités préfectoraux de suivi de cet accord. Tous les acteurs se réunissent, les représentants du gouvernement, les préfets ou sous-préfets, et les représentants des groupes armés, qui fonctionnent. Et le comité exécutif de suivi se réunit assez périodiquement également à Bangui. Il y a des avancées significatives parce que beaucoup de choses qui avaient été retenues dans l'accord comme point d'action sont en train d'être mises en place. Le premier acte qui a été posé après l'accord, c'était la mise en place d'un gouvernement inclusif. Aujourd'hui, le gouvernement centrafricain comprend les représentants d'une dizaine de groupes armés. Ce sont des ministres au sein du gouvernement. Ça n'existait pas dans les accords antérieurs. Et le gouvernement se réunit régulièrement, le conseil des ministres se tient régulièrement, le conseil de cabinet se tient régulièrement. Et pratiquement tous les groupes sont restés dans l'accord. Aucun ne l'a dénoncé depuis qu'il a été signé. Ensuite, vous avez des représentants des groupes armés qui travaillent à la présidence de la République comme conseil du président de la République, à la primature comme conseil du Premier ministre, à l'Assemblée comme conseil du président de l'Assemblée nationale, et qui sont également nommés dans certains postes, administratifs. À trouver les équilibres. Voilà, les équilibres, une sorte de power sharing équilibre. Il y en a qui sont nommés préfets ou sous-préfets, et il y en a d'autres aussi qui sont promis au niveau des postes diplomatiques et consulaires de la Centrafrique. Et depuis lors, donc, l'accord tient, malgré les nombreuses violations dont il est l'objet. C'est le cas de tous les accords de paix. Absolument. Mais nous pensons que c'est le bon accord. C'est le bon accord. Vous êtes en Centrafrique depuis mars 2019, à la faveur d'un mandat que vous a décerné les Nations Unies. C'est quoi la nature du mandat que Mankeur Ndiaye exécute aujourd'hui en Centrafrique? C'est un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est voté à travers une résolution du Conseil de sécurité qui nous fixe des tâches précises. L'une des tâches les plus importantes, c'est la protection des populations civiles. Là, c'est le cœur vraiment du mandat. Protection des populations civiles. Et le Conseil nous demande de tout faire pour réduire sensiblement la présence des groupes armés dans le pays et les menaces que ces groupes armés constituent pour la stabilité du pays. Le Conseil nous demande d'appuyer l'État pour son déploiement. Tu l'as dit tout à l'heure au début, pratiquement l'essentiel du territoire centrafricain était entre les mains des groupes armés. Aujourd'hui, l'autorité et la présence de l'État se renforcent très sensiblement. Par le déploiement de l'administration. Par le déploiement de l'administration. Il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de sous-préfet. Aujourd'hui, 15 préfets sont en place sur les 16 préfectures que compte le pays. Ça, c'est extraordinaire. Ensuite, au niveau des sous-préfectures, nous avons 62 sous-préfets qui sont en place sur les 71 préfectures que compte le pays. L'administration se déploie, la chaîne pénale également, parce que la justice également, les juges, le procureur commencent à prendre leur poste, le personnel de santé, d'éducation. Donc, c'est un déploiement progressif auquel nous assistons depuis que l'accord a été signé. Ça veut dire que l'État revient. L'État revient. Au fur et à mesure que l'État renforce sa présence, celle des groupes armés également se réduit. Et donc ça, c'est l'un des résultats les plus appréciables de cet accord de paix. Et nous continuons à soutenir le gouvernement en rapport avec tous les partenaires de la Centrafrique. Nous ne sommes pas seuls sur le terrain, comme je l'ai dit. Il y a d'autres partenaires essentiels de la Centrafrique avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Il y a quand même autant soit peu d'institutions qui subsistent. Oui, mais il y a les institutions. Les institutions, oui. Le paradoxe, c'est que dans ce pays, les institutions quand même fonctionnent. Vous avez le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fonctionne, qui se réunit régulièrement. Vous avez l'Assemblée nationale qui se réunit régulièrement, qui vote les lois. Vous avez la Cour constitutionnelle également qui fonctionne. En parallèle, les institutions fonctionnent. Toutes les institutions fonctionnent et il y a un jeu des institutions qui est appréciable. Il est arrivé que la Cour constitutionnelle déclare non constitutionnelles des lois adoptées par l'Assemblée nationale et proposées par le gouvernement. Donc il y a un jeu des institutions qui est formidable, qu'il faut absolument encourager. Donc le pays se reprend petit à petit. Ce n'est pas difficile, c'est un pays qui est extrêmement vaste. Vous êtes le chef de la MINUSCA, cette mission multidimensionnelle intégrée. C'est une mission militaire en quelque sorte, avec plus de 11 000 militaires, plus de 2008 policiers et gendarmes.
C'est quoi le rôle et le comportement de cette MINUSCA en Centrafrique? Bon, vous savez, c'est une mission de maintien de la paix, comme on l'appelle. On a une composante militaire qui est extrêmement importante. Tu l'as dit, à peu près, si on fait le total des militaires et des policiers et gendarmes, c'est plus de 13 000, 14 000. Donc, c'est l'une des plus importantes missions de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. En Afrique et dans le monde, l'une des plus importantes missions, avec un budget de près d'1 milliard de dollars américains. Et nous avons également un personnel civil assez important et un personnel pénitentiaire également extrêmement important. Si on a une force, c'est qu'il y a des possibilités qu'on l'utilise. Ouais. Mais nous mettons l'accent sur les bons offices politiques. Dialogue, la négociation. Les dialogues, promouvoir le dialogue, les échanges. Chaque fois qu'il y a des situations de crise, j'ai mon mandat de bons offices. Ouais. Je vais rencontrer les uns et les autres. Je me déplace beaucoup à l'intérieur du pays. On discute. On crée un cadre de dialogue entre le gouvernement et les groupes armés. Mais nous avons aussi cette possibilité d'utiliser la force quand le mandat lui-même est menacé. Ou quand il y a une attaque sur les populations civiles, ce que nous faisons, des opérations militaires, donc toujours parfois la force militaire, c'est une responsabilité que de pouvoir utiliser une force militaire contre des groupes armés, mais nous faisons le maximum. Ça reste le dernier recours. C'est le dernier recours. Oui, mais ça pose plus que jamais la question des mandats. Les peuples en Afrique, dans les zones de guerre, se posent très souvent cette question de la pertinence des mandats. On voit le personnel militaire alors qu'on attaque les populations civiles. Le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, fait partie de ceux-là qui croient qu'il faut que les Nations Unies réforment le mandat pour plus de force, pour vous donner plus de force, pour permettre de vous imposer, d'imposer par la force, le cas échéant, la paix ou bien la stabilité. Hein. Et cet appel du président Macky Sall a été bien entendu d'ailleurs par le secrétaire général des Nations lui-même, qui a mis en place une équipe de consultants qui est en train de travailler sur la question des mandats. Ça veut dire que c'est un appel qui n'a pas été vain. Ouais, et donc, certainement, les mandats seront revus. Cela dépend aussi des contextes. Vous savez, la MINUSMA, qui est la sœur de la MINUSCA, la MINUSMA qui est au Mali, ne peut pas avoir le même mandat que la MINUSCA qui est en Centrafrique. Ouais. Parce qu'au Mali, vous faites face à des groupes terroristes. Pour Dieu merci, en Centrafrique, on n'a pas encore jusqu'à présent de groupes terroristes. On a des groupes armés, mais ce n'est pas des groupes terroristes. Donc, les mandats peuvent être différents de ce point de vue. Mais parfois, on les interroge. C'est assez subtil, mais en tous les cas, c'est le peuple civil en absolument. Il y a une incompréhension d'ailleurs des populations par rapport aux missions des Nations Unies. Ouais. Une incompréhension, même chez nous en Centrafrique, c'est une incompréhension. Parfois, on nous critique en disant que oui, mais pourquoi vous n'intervenez pas? Il y a de tels groupes armés qui sèment la terreur ici, la MINUSCA ne fait rien, elle est molle, elle n'agit pas. Bon, mais l'appréciation de l'action militaire relève de ma responsabilité personnelle. Le chef de la MINUSCA, c'est lui qui peut décider de l'usage ou non de la force selon les circonstances. Et l'usage de la force aussi. Vous en avez... Oui, allez-y. Oui, l'usage de la force aussi, il faut utiliser la force de manière aussi intelligente, selon des objectifs précis qu'on vise. Voilà. Parce que la force doit pouvoir aider à faire avancer la mission politique. Donc, il y a cette dialectique-là entre les bons offices et l'usage de la force. C'est cette dialectique-là qu'il faut absolument bien manier. Donc, je comprends que les populations, parfois, ne comprennent pas. Pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on n'utilise pas la force dans telle ou telle situation? Mais il faut être très, très patient quand on est dans ces opérations de maintien de la paix et essayer de mener une campagne d'explication. C'est ce que nous faisons, expliquer notre mandat. Oui. Et dans le parfois aussi, on nous donne un mandat que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas une mission de guerre, nous sommes une mission de paix. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de le signaler. C'est une mission de maintien de la paix. Il y a une nuance à faire à ce niveau. Et combien de fois en avez-vous usé depuis que vous êtes à la tête de cette mission? Plusieurs fois. Et là, nous sommes en opération militaire dans trois zones du pays depuis au moins 2 mois avec des objectifs appréciables. Ça nous permet de neutraliser ces groupes qui attaquent les populations civiles, et de saisir les armes et de reconquérir les zones que ces groupes contrôlent depuis des années. D'accord. Ce mandat, pour vous, est important. Il s'agit de faire revenir la paix, la stabilité, mais surtout démocratiser le pays. C'est quoi le rôle des pays voisins dans tout ce processus que vous êtes en train de mener? Il est fondamental. Sans l'implication des pays voisins, il ne peut pas y avoir de solution à la crise centrafricaine. C'est un pays extrêmement vaste, je l'ai dit. Plus de 622 000 km², près de 3 fois le Sénégal. La Centrafrique, c'est la France et la Belgique réunies en termes de superficie, où il y a des zones d'accès extrêmement difficiles. Et un pays qui a des voisins comme le Tchad, des voisins comme la RDC, comme le Congo, comme le Cameroun,
comme le Soudan, le Sud-Soudan. C'est un foyer ardent. Hein. Oui, donc le voisinage n'est pas toujours facile. C'est un foyer ardent. Et vous avez des frontières qui sont ouvertes, poreuses, non contrôlées. Et vous avez beaucoup de trafic frontalier, trafic d'armes, trafic de munitions, trafic d'or, de diamants, trafic de toutes sortes. Et donc, le rôle des pays voisins est extrêmement important. Nous avons toujours encouragé vraiment cette interaction entre la Centrafrique et ses voisins. Le Conseil de sécurité également le fait dans chacune de ses résolutions depuis 2015. Nous avons contribué à favoriser le dialogue entre la RCA et par exemple le Tchad. Une commission mixte s'est déjà tenue il y a quelques mois. Il y a une commission mixte également entre la RCA et le Cameroun qui s'est tenue. Une commission mixte entre le Congo et la RCA également s'est tenue. D'autres commissions mixtes vont venir avec la RDC, avec le Soudan, qui joue un rôle extrêmement important également, parce que l'un des leaders des groupes armés est réfugié au Soudan, Nouroudine Adam, qui dirige le groupe armé le plus puissant, pratiquement. Donc, la dynamique régionale elle est très forte, elle est très importante et nous l'encourageons fortement. Et je travaille en étroite collaboration avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, qui est basé à Libreville. Donc, c'est lui qui s'occupe de la région, de manière générale. Moi, je m'occupe de la Centrafrique. Mais nous travaillons en étroite collaboration pour que les pays de la région jouent un rôle extrêmement important dans le règlement de la crise. Ils sont tous ces pays de la région, ils sont tous des facilitateurs de l'accord. Absolument. Et l'Union africaine dans tout ça? L'Union africaine est garant de l'accord, comme la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEDEAO de l'Afrique centrale, qui sont les deux garants de l'accord. Nous, en tant que Nations Unies, nous sommes facilitateurs, donc nous travaillons en étroite coopération avec l'Union africaine et avec la CAC. D'accord. C'est une mission qui met à contribution beaucoup de pays. Le Sénégal, de manière particulière, c'est quoi sa contribution dans cette mission? Il faut saluer d'abord la contribution du Sénégal et l'importance que le Sénégal a toujours accordée à la situation en Centrafrique et surtout la présence du Sénégal dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde. Ce n'est pas une nouveauté. Premier pays contributeur en force de police des Nations Unies. Le premier en force de police des Nations Unies. Et bon, le Sénégal intervient dans les opérations de maintien de la paix depuis 1960. La première opération était envoyée au Congo, Zaïre à l'époque. Et en Centrafrique, il y a une présence quand même sénégalaise assez appréciable. J'ai d'illustres prédécesseurs en Centrafrique, comme le ministre d'État Cheikh Djansi, comme feu général Lamine Sissé, qui a dirigé la mission des Nations Unies pendant 4 ou 5 ans, qui est très bien connu et respecté en Centrafrique, comme le général Babacar Gaye, qui a porté sur les fonds baptismaux la MINUSCA. C'est lui qui a créé la MINUSCA. Le général Babacar Gaye, qui a été chef d'état-major des forces armées sénégalaises, qui a été ambassadeur, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies, qui a été commandant de la force, la MONUSCO, également à RDC, et qui a été le premier chef de la MINUSCA. C'est lui qui l'a mis sur les fonds baptismaux. Je voudrais saluer le général Babacar Gaye pour sa contribution importante. Et nous sommes en contact permanent. Il me conseille beaucoup sur le travail que je fais sur place. Et il y a maintenant la contribution physique du Sénégal. Depuis que la MINUSCA a été créée, le Sénégal a envoyé des troupes. La police comme la gendarmerie. Aujourd'hui, le Sénégal a deux contingents, ce qu'on appelle FPU, à Bangui, la police, de 140 éléments, et à Berberati, une ville qui est à peu près située à 585-86 km de Bangui, une force constituée de gendarmes qui joue un rôle extrêmement important. Et depuis pratiquement 2015, le Sénégal a envoyé au total 700 policiers, 700 gendarmes en Centrafrique. Et jusqu'à une date récente, c'est le Sénégal qui fournissait à la MINUSCA les hélicoptères d'attaque, de combat, qui font la différence sur le terrain. Et c'est extrêmement important. Malheureusement, il y a eu un crash l'année dernière, le 26 septembre 2019. On a perdu 4 pilotes de haute facture et le Sénégal a dû retirer également son aviation. Et ce qui nous a beaucoup peiné durant cette période. Donc je voudrais vraiment saluer cette contribution extrêmement importante des troupes sénégalaises en Centrafrique. Ces troupes vont être relevées bientôt. Je crois pour la police, je pense que c'est à la fin du mois, et pour la gendarmerie en mi-octobre. D'accord. C'est une contribution importante de l'État du Sénégal. Vous êtes héritier de tous ces illustres prédécesseurs à qui vous rendez hommage. Au regard de tout cela, quel est le sens que vous donnez aujourd'hui à cette mission hautement diplomatique? Bon, c'est une responsabilité aussi.
Je suis fier d'être aujourd'hui peut-être le seul Sénégalais qui dirige une opération de maintien de la paix. Et c'est important aussi pour le pays parce que ce pays également le mérite. Toutes les contributions que le Sénégal a apportées depuis 1960 aux opérations de maintien de la paix à travers le monde. Le Sénégal a perdu quand même beaucoup de casques bleus. Beaucoup de Sénégalais sont morts dans les théâtres d'opération. Et le Sénégal continue également à s'impliquer. Le président de la République qui m'a fait le privilège de me recevoir avant-hier également l'a redit. Il attache beaucoup d'importance à la participation sénégalaise, à la construction de la paix du monde. Et ça aussi, c'est aussi l'action diplomatique du Sénégal aussi qu'il faut également saluer de ce point de vue. Donc le travail que je le fais au nom de la communauté internationale, mais aussi c'est la fierté également de mon pays, le Sénégal. Le Sénégal, c'est là où vous avez fait la carrière, on l'a dit, hein, vous êtes un homme des relations internationales, plus de 30 ans de carrière dans la diplomatie. Personnellement, cette étape de Centrafrique, pour vous, constitue un tournant dans votre carrière. Oui, bon, une continuité également, mais aussi une expérience qui est tout à fait novatrice, où on vit le multilatéralisme dans la pratique, où on est en contact de la réalité des jeux d'influence des différents pays, des différents États, avec leurs intérêts. C'est les Nations Unies, c'est 193 États. En Centrafrique, vous avez plus de 65 pratiquement nationalités présentes au sein de la MINUSCA. Le personnel militaire, le personnel policier, le personnel civil. Donc c'est une expérience qui permet de mettre en pratique le multilatéralisme et de porter également les idéaux, les valeurs et les principes des Nations Unies. C'est extrêmement important et je me réjouis du soutien constant du secrétaire général des Nations Unies lui-même que je représente et du soutien de tous les membres du Conseil de sécurité sans exclusive. D'accord. Vous avez été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, vous restez quand même un diplomate sénégalais. Cette charge aujourd'hui est un marqueur fondamental dans la vie de la diplomatie sénégalaise. Qu'est-ce que cela peut représenter pour le chef de l'État qui, en 2012 déjà, a défini la nouvelle doctrine diplomatique du Sénégal? Oui, mais c'est important. D'abord, c'est l'image du Sénégal à travers le monde, également que j'incarne d'une certaine manière. C'est pourquoi chaque acte que je pose, j'en mesure la portée, la signification et l'impact que ça peut avoir sur l'image de mon pays. Et je dois me féliciter du soutien constant du président de la République depuis ma nomination, bien avant d'ailleurs ma nomination, jusqu'à aujourd'hui. Un soutien constant. Il regarde ce que je fais, il l'apprécie, il m'encourage et je lui en suis particulièrement très reconnaissant. Et il faut qu'on continue comme ça, il faut que davantage de Sénégalais s'impliquent dans les missions des Nations Unies comme celle-là, et pénètrent davantage le système, parce que les Sénégalais ont les compétences qu'il faut. On a les ressources humaines également qu'il faut pour davantage pénétrer le système international et le servir à ce niveau, surtout aux Nations Unies. Cette mission internationale, comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de la MINUSCA et de la représentation des Nations Unies en Centrafrique? Bon, vous savez, bon, je n'aime pas toujours répondre à cette question, mais bon, comme vous me la posez, je vais la répondre. Vous savez, moi j'ai été shortlisté, on m'a appelé, je n'ai jamais été candidat. Je travaillais bien à l'ITE, où le président m'avait placé quand j'ai quitté mes fonctions de ministre des Affaires étrangères. Un jour, on m'a appelé pour me dire, vous êtes shortlisté, vous êtes sur une liste de 4 personnes. Je me suis posé la question de savoir, mais qui m'a shortlisté? Il m'a dit, oui, bon, justement, c'est pour vous dire que c'est pour un poste de représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, je dis, mais tout à fait, ça m'intéresse. Donc, on a subi une interview, tous les 4, avec un jury international. Au terme de l'interview, quelques jours après, on m'a appelé pour me dire que j'étais retenu pour ce poste. Et voilà. Vous avez dit quoi? Vous serez certainement en terrain connu, puisque quand même, vous êtes dans la diplomatie depuis très longtemps. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai été retenu, et avec le soutien du président, ça, je tiens également à le dire, j'ai été retenu, et puis voilà. Et ensuite, je me suis retrouvé à ce niveau. C'est un mandat annuel, le mandat de représentant. Chaque année, le mandat est renouvelé. Le secrétaire général me propose. Donc, je suis à mon 2e mandat comme chef de la MINUSCA et représentant spécial du secrétaire général. Et c'est quoi votre tâche quotidienne en Centrafrique en tant que représentant spécial du secrétaire général? Comment est-ce que vous travaillez? C'est quoi le quotidien? Le quotidien, c'est suivre l'exécution de la mise en œuvre du mandat, au quotidien. Comment le mandat est mis en œuvre. J'ai 2 adjointes qui sont représentantes spéciales adjointes du secrétaire général, une américaine et une canadienne. J'ai tout un cabinet, j'ai beaucoup de conseillers, j'ai des directions, des services, des directions qui s'occupent de la justice, qui s'occupent du DDR, du désarmement,
qui s'occupe de la réforme du secteur de la sécurité de l'État, qui s'occupe également des affaires politiques. Donc c'est tout un cabinet, c'est comme un gouvernement où il y a différents démembrements que je coordonne en collaboration avec mes adjoints et je fais beaucoup de bons offices politiques. Je rencontre tous les acteurs politiques, comme je l'ai dit, de l'opposition, comme de la majorité, comme de la société civile. J'ai le privilège d'avoir une séance de travail hebdomadaire avec le président. Donc je participe à beaucoup de réunions stratégiques et parfois me fais représenter. Donc c'est veiller au quotidien à la mise en œuvre du mandat et tous les 4 mois aller au Conseil de sécurité et faire un rapport sur la mise en œuvre du mandat. Notre seul juge, c'est le secrétaire général et c'est le Conseil de sécurité. C'est presque un État dans l'État. C'est quoi votre rapport avec le gouvernement légitime, le gouvernement élu de... Vous savez, les missions de maintien de la paix sont fondées entre autres sur un principe important, c'est l'impartialité, c'est la neutralité. Il y a un accord de siège qui lie la MINUSCA au gouvernement et que nous évertuons, nous, de notre côté, à respecter. Donc nous travaillons vraiment en toute indépendance en tant que mission des Nations Unies d'abord. L'impartialité, c'est fondamental pour les missions de maintien de la paix, mais nous travaillons également en collaboration, en concertation, parce que nous sommes là également pour appuyer le gouvernement, assurer la protection des institutions également de la République centrafricaine. Donc nous travaillons sur une base de confiance mutuelle. Et parfois, il y a des incompréhensions. Cela peut se concevoir dans tous les pays où il y a des opérations de maintien de la paix. Il y a parfois des incompréhensions, mais nous essayons toujours. Des crises d'ego. Vous rencontrez le président vous rencontrez combien de fois dans le mois ou dans les semaines? Au moins une fois par semaine, au moins. Au moins une fois par semaine. Pour échanger. Dans l'état de la situation. Voilà. Un mot peut-être à ces populations de Centrafrique, au bénéfice de qui vous exécutez ce mandat-là? Pour renouveler toujours que nous sommes une mission de paix. Notre mission fondamentale, c'est la protection des populations civiles. Il y a parfois des incompréhensions, il y a parfois des attaques contre le personnel des Nations Unies, le personnel de la MINUSCA, cela se comprend, mais nous essayons de beaucoup communiquer, beaucoup expliquer ce que nous faisons. Nous avons une radio qu'on appelle Guéra FM, une radio très puissante, qui est écoutée presque partout sur le territoire. Et nous faisons beaucoup de communication, nous avons un site internet et nous avons également une direction de la communication au niveau de la MINUSCA, où il y a une centaine de personnes qui travaillent au niveau de la direction de la communication de la MINUSCA, et qui font un travail de communication en langue sango, en langue locale comme en français, et qui font beaucoup d'activités de communication. Et cette direction de la communication, avec un porte-parole du chef de la MINUSCA, organise chaque semaine une conférence de presse pour faire le point sur les activités de la MINUSCA. Parfois, c'est des conférences de presse conjointes avec le ministre de la Communication. Parfois, les populations ne comprennent pas quelle est la mission. Il faut toujours expliquer. Il faut rassurer. Et toujours être sur une position de neutralité et d'impartialité. Parce qu'il y a beaucoup de risques réputationnels qu'il faut absolument éviter. Vous êtes à Dakar. À quand le retour en Centrafrique? Dans une semaine. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci, Ousmane. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.